Bonsoir à tous, sous le beau temps printanier de Saint-Maur, comme d'habitude, avec un peu de tempête. La tempête se lève et je suis absolument ravi de recevoir un monsieur ce soir, c'est monsieur Sylvain Tesson. Je suis ravi pourquoi, je vais vous l'expliquer, parce que il est devenu depuis quelques années l'écrivain voyageur globe-trotteur français, un peu comme ces écrivains du 19e siècle qui partaient explorer des contrées lointaines. Et moi, le monde, la marche, les pays, c'est un peu ma passion aussi. Et je suis un petit peu jaloux parce que des fois, des gens me disent Jean, pourquoi vous écrivez pas des livres, des choses et tout. Et je leur dis bah oui, mais moi, je pars dans le Morbihan marcher, ça intéresse personne et tout ça. Ça pourrait d'ailleurs intéresser les gens, mais bon, je ne me sens pas une âme. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment devient-on, parce que je pense que c'est une passion de découvrir les pays, les voyages et tout ça, mais comment de cette passion naît après le plaisir, et pour notre grand plaisir à nous, de la faire partager et donc d'écrire toutes ces contrées et tous ces livres absolument passionnants. Merci mon cher Jean, merci Marine. D'abord, je vais répondre à cette question, comment est-ce qu'on devient voyageur. Mais je voudrais dire que je suis très content d'être ici à Saint-Maur-des-Fossés parce qu'au fond, moi, je suis un passionné de la Russie et j'habite Paris. Moi aussi. Et Saint-Maur-des-Fossés se trouve dans la bonne direction, puisque si on continue un peu plus loin, on finit par arriver à Vladivostok. Voilà, ça c'était la première chose. Donc merci de m'avoir permis de me mettre dans la bonne direction. Comment est-ce qu'on devient voyageur? Qu'est-ce qui prend tout d'un coup comment naît cette envie de partir? Je dois dire, pardon, mais que c'est une question à laquelle je ne réfléchis pas trop, moi, la question des motifs et des causes, pour une très bonne raison, c'est que précisément lorsque l'on est voyageur, on s'intéresse au monde extérieur, on s'intéresse à ce qui vous nourrit et qui est donc le réel, l'autre, le différent, l'inconnu. Et on ne se préoccupe pas trop de tout le tas de misérables secrets intérieurs qui nourrit les raisons tout d'un coup un jour de prendre la route. Si on se met à trop réfléchir aux raisons pour lesquelles on essaye de répondre à l'appel de la forêt ou à l'appel de la route, on finit par le laisser passer. C'était surtout comment devient-on de cette passion qu'on a de partir? L'envie vient de la faire partager à d'autres gens. Parce que c'est pas non plus évident. On pourrait partir faire des voyages et puis un peu comme moi, modestement, ne pas les raconter. Les choses, pour notre plus grand, d'ailleurs, ce serait dommage. En fait, je vais répondre à sa place, c'est parce qu'il est écrivain aussi. Oui, il est écrivain il n'est pas aussi. simplement Voilà, voyageur. tout à fait. Parce qu'il y a plein de gens qui voyagent et puis qui écrivent. Et Sylvain Tesson, il est voyageur. Bon, il y a plein de gens qui voyagent et on a tous souvent envie de voyager. Et il ne fait pas que raconter ses voyages. Il écrit, il est écrivain en plus. C'est-à-dire que vraiment, il y a les deux. Et finalement, même si beaucoup de gens écrivent et voyagent, il y en a assez peu qui arrivent vraiment à inventer, à créer, à faire de la littérature à partir de leur voyage. Merci. C'est sûr qu'il donne vraiment envie de partir. Non, je veux dire, Mais si j'essaie de répondre précisément à la question de comment, de pourquoi tout à coup ce besoin de restituer l'expérience vécue d'un voyage, je dois dire qu'au fond, les premiers livres que j'ai écrits, qui étaient des récits de voyage, étaient presque des accidents de parcours, des accidents de voyage. Et puis très vite, je me suis mis à pratiquer une discipline qui est celle du journal intime, du journal quotidien, que je tiens d'ailleurs même quand je ne voyage pas, même quand je suis à Paris. Et cette discipline est quelque chose de merveilleux parce qu'elle donne un surcroît d'intérêt à la vie. Le fait de savoir que chaque soir, vous avez rendez-vous avec une page blanche et que vous allez devoir l'honorer des événements qui se sont passés pendant la journée, vous impose de mieux écouter ce qu'on vous dit, essayer de mieux formuler les pensées qui vous sont passées par la tête, d'essayer de mieux regarder les spectacles qui constituent votre panorama quotidien, d'essayer de mieux cerner les sensations qui éventuellement peuvent traverser votre cœur, parce que vous savez que le soir, vous aurez le rendez-vous. Exactement comme lorsque l'on est adolescent et on a le premier dîner avec une fiancée, on est bord de trouille pendant toute la journée parce qu'on se dit mais que va-t-on se dire pendant 2 heures? Eh bien, il en va de même du journal intime. La page blanche, c'est la fiancée du voyageur. Voilà, le soir, il faut qu'on jette des mots sur cette page blanche. Et ensuite, ça fait des livres. Je suis pas sûr, moi, que la réponse soit qu'on a envie de partager avec d'autres. C'est pas sûr. Il y a beaucoup souvent, l'auteur est un petit égoïste, un fruit sec, racorni, replié sur lui-même. C'est d'ailleurs pour ça que ça n'a aucun intérêt de les rencontrer. Je vous trouve héroïque.
Non, ce serait dommage de ne pas vous rencontrer, parce que justement, on n'a que l'envie de vous rencontrer quand on lit vos livres. Je veux dire, non, c'est... Alors, il y a donc le dernier en date, c'est donc dans les forêts de Sibérie. Donc Sylvain Tesson a à peu près fait le tour du monde par tous les moyens de locomotion possibles et imaginables. Et puis à la fin, le dernier livre en tout cas, je ne sais pas lequel vous êtes en train de préparer, mais celui-là est un peu différent des autres, non pas dans la forme puisqu'il s'agit effectivement d'un journal, oui. Mais en revanche dans le choix de... Donc il est parti pendant 6 mois dans une cabane de rondins de bois au bord du lac Baïkal, à je ne sais plus 6 jours de marche du premier bled autour. Et donc moi, ce qui m'intéresse... Vous êtes arrêté. Voilà, il s'est arrêté, voilà, c'est ça. Donc en gros, il a couru le monde tout le temps, probablement ce défilement de paysages, de gens, d'expériences, de vie, de petits éclats, d'instants d'existence. Et puis d'un coup, là, voilà, apparemment, vous ressentez le besoin au contraire, de vous arrêter et de vous fixer au même moment, au même endroit, et de ne plus bouger. C'est quand même une étape probablement importante puisque l'aventure est devenue très intérieure, quoi. Oui, c'est vrai que tout est parti d'un coup de foudre géographique. Moi, j'ai étudié la géographie, donc je suis un être profondément géographique et beaucoup de mes, au fond, de mes choix de vie sont liés à la géographie. Et un jour, je suis tombé amoureux de cette cabane. Je crois d'ailleurs profondément, mais là je plaisante pas, qu'il en va des êtres comme il en va des lieux, et qu'on peut tomber amoureux d'un lieu comme on peut tomber amoureux d'un être, avec la même soudaineté. Et soudain, cet amour que vous pouvez contracter pour le génie d'un lieu peut finir par changer votre destin. D'ailleurs, il vaut mieux tomber amoureux des lieux que des êtres, parce qu'au moins les lieux, ils s'en vont pas, ou alors c'est un glissement de terrain, quoi. Mais enfin, en général, les lieux restent en place. Et puis les lieux vieillissent, certes, ça s'appelle d'ailleurs l'érosion, mais enfin, ils vieillissent moins vite que les êtres humains. La nature met plus de temps pour creuser un canyon dans un plateau de granit que le temps n'en met pour creuser un sillon dans la viande d'une jeune fille, comme disait Céline dans Mort à crédit. Oui. Donc je reviens à ce coup de foudre que j'ai eu pour cette cabane, qui correspondait exactement à ma géographie intérieure, c'est-à-dire quelque chose de très précis qui est architecturé à la fois par l'eau, par la forêt et par la montagne. Et cette cabane se situait exactement au tombant d'une montagne, au sud de la Sibérie, au bord du lac Baïkal, dans une taïga. Donc il y avait les 3 éléments qui étaient réunis là, et c'était ça qu'il fallait à moi, à ma partition géographique. Et comme vient de l'évoquer Marine, très aimablement, oui, j'ai voulu tout d'un coup, après avoir demandé à l'espace et au défilement de l'espace et à la variété des paysages et à la variété des rencontres et à la diversité des émotions, après avoir demandé donc au voyage de m'apporter ce lot quotidien pour échapper au sentiment de la routine et du confort et du conformisme, d'ailleurs, qui est sa métastase mentale, eh bien, j'ai tout d'un coup demandé à l'exact contraire, c'est-à-dire à l'immersion et à l'immobilité et au temps qui passe, de m'apporter une raison d'être. Elle vous l'a apporté ? Oui, je dois dire que j'ai été très enrichi, je crois, de cette expérience de l'immersion. Je ne peux pas absolument dire que ça a changé ma vie, puis c'est un peu ridicule de façon de dire ça. Et puis, ça n'était après tout que 6 mois. Mais j'ai découvert tout de même plusieurs choses. J'ai découvert que rien ne m'avait manqué, ni mes biens, ni les miens. Et j'ai découvert cette chose qui est très banale, qui est que l'appauvrissement volontaire, bien entendu, car l'appauvrissement subi, il est affreux, mais l'appauvrissement volontaire, le dégraissement volontaire, la sobriété volontaire, amenait par un principe de vase communicant et par un principe proportionnel renversé, un accroissement, un enrichissement fantastique de la vie et de l'impression d'être au plus près de sa vérité. Voilà, moins on a, et tout d'un coup, plus on est. C'est vraiment une banalité affreuse, je mériterais de me jeter dans le lac Baïkal pour l'avoir proféré, mais enfin, en tout cas, je l'ai vraiment ressenti et je l'ai incarné dans cette petite cabane. Et d'où vient cette fascination qu'on sent dans plusieurs de vos derniers livres, notamment même sur celui que vous avez écrit sur l'or noir dans cette région du monde? On le sent dans le dernier livre, malgré que c'était un retour sur soi intérieur, cette fascination et puis pour ce pays, cette région du globe, plus précisément. Pour la Russie, Russie. Je n'aurais absolument jamais vécu cette expérience au Canada. Ma cabane au Canada, éventuellement ça me rappelle des souvenirs de musicaux, mais ça ne m'aurait jamais intéressé. J'aime la Russie pour beaucoup de raisons, qui sont très longues à énumérer, mais enfin les principales sont que l'immensité géographique constitue forcément quelque chose d'important pour les Russes, les constitue
à mon avis, dans leur personnalité, ce qu'on appelle un peu rapidement l'âme slave. C'est un peu de la psychologie de comptoir. J'aime pas beaucoup, moi, l'idée de l'âme slave, parce qu'on commence par dire qu'il y a une âme slave, et puis on finit en disant que l'anglais est flegmatique et que le mexicain est paresseux. Donc je n'aime pas trop. Et voilà, exactement. Donc, je crois que s'il y a des traits de caractère communs aux Russes, il y a certainement celui d'une spontanéité. Oui, tout à fait. Une spontanéité, d'une simplicité, et parfois, notamment chez les Sibériens, de quelque chose que j'aime beaucoup, qui est une inaptitude au fond, à apporter à un problème la solution efficace. Et ça, moi, je trouve que c'est une vertu. Bizarrement, l'inefficacité est tenue dans nos sociétés utilitaristes pour un défaut, et moi elle m'enchante parce que du coup ça injecte, c'est la piqûre, c'est tout d'un coup l'injection, le vaccin poétique dans la maladie du réel qui s'appelle l'ennui. C'est vrai, moi je sais pour y avoir été également en Russie, mais pas dans les mêmes conditions et puis pas jusque dans ces contrées oubliées, j'ai ressenti moi un peu ce que j'ai ressenti dans vos livres, un espèce d'accueil et de chaleur des gens là-bas vis-à-vis de vous, qu'à la limite, les gens d'ici qui ne sont jamais allés là-bas ne doutent pas. Et puis, il y a je sais pas, une espèce de fraternité, tout ça, de communion avec les gens, vraiment de... Oui, qui est assorti aussi d'une grande violence, parce qu'il ne faut pas avoir une vision iréniste de la Russie, mais il y a quelque chose également qui, à mon avis, constitue un trait de caractère commun à beaucoup de Russes, et qui est une noirceur joyeuse, une sorte de fatalisme, de pessimisme, mais vital. Et moi, j'aime cette idée de balancer entre une sorte de grand écroulement intérieur, de mélancolie, de tristesse. Il n'est qu'à ouvrir la littérature russe pour se rendre compte que l'âme russe est une âme noire, est une âme qui ne voit pas beaucoup le soleil, mais corriger cet écroulement intérieur par une sorte de force vitale, d'énergie, d'appétit pour le monde, voire de voracité même. Et je pense que vivre selon cet équilibre de la mélancolie intérieure, mais de l'expansion vitale, ça me plaît beaucoup. Et je remarque, je donne une simple anecdote. Le jour où je me suis mis à vraiment aimer la Russie, c'est quand la première fois en 91, je suis arrivé à Moscou. C'était juste au moment de la chute de l'Union soviétique. Je suis monté dans un taxi, et moi qui ai été élevé dans la social-démocratie petite bourgeoise, avec mes réflexes idiots, je mets ma ceinture. Et le Russe me regarde et me dit: tu veux un casque pendant que tu y es? Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, ce pays me plaît. Oui. Avec force vodka des fois, hein, comme vous dites dans votre livre, mais ça fait partie de la chaleur des gens aussi. Hein. Oui, alors faut pas évidemment, faut pas être complaisant à l'égard de la vodka. Non, et moi, je fais pas complaisant. Non, mais je fais aucune apologie moi de l'alcool. J'aime évidemment le proverbe russe, alcool le matin, liberté pour la journée, mais je ne l'applique pas tous les jours, et je me rends compte que la vodka a été nécessaire pendant mon ermitage parce qu'elle me permettait parfois de faire reculer les fantômes et les démons liés à un trop long séjour solitaire, mais je n'aimais aucun rapport proportionnel entre la consommation de vodka et la qualité de l'inspiration. Ça, c'est les adolescents qui disent: papa, laisse-moi boire, regarde Blondin, laisse-moi fumer du hashish, regarde Baudelaire. Ça, c'est des arguments d'adolescents qu'on arrête d'utiliser vers 15-16 ans quand on se sèvre. Voilà, tout à fait. En revanche, pas d'accoutumance à la vodka, mais en revanche un peu au tabasco et à quelques-uns des petits produits que vous aviez. Le livre commence par une liste en fait de tout ce que Sylvain Tesson a dû emporter. Donc c'est rien que ça déjà. Une longue liste de livres déjà d'ailleurs. Et voilà, il y a pas mal d'histoires avec le tabasco. De toute façon, on n'a pas le temps d'en parler 3 heures. En revanche, est-ce que vous pouvez juste nous dire, là vous nous aviez confié tout à l'heure que vous rentriez de Mongolie, une petite carotte là, vous pouvez nous appâter un peu pour la suite, pour qu'on tienne jusque-là. Pour finir. Non, j'ai fait un voyage en Mongolie, mais qui était une virgule, quoi. C'était un voyage qui n'était pas très long. Je prépare en ce moment un recueil de nouvelles. Et je prépare également un livre avec un monsieur qui invente des anagrammes. Jacques Perry-Salco, qui avait eu un très beau succès il y a quelques années en faisant un livre d'anagrammes avec Étienne Klein. Et moi, je lui donne des propositions, et lui me trouve des anagrammes, mais des anagrammes qui sont vraiment... Ce type est un génie pur. Je vous en donne un seul exemple. Je lui dis: l'effrayante monotonie de la steppe russe. Il réfléchit comme ça pendant 5 minutes. Il s'appelle Jacques Perry-Salco. Il réfléchit et il trouve cet anagramme: l'effrayante monotonie de la steppe russe. Napoléon fuyait l'enfer des étapes mortes. C'est un anagramme parfait. Donc il y a une magie qui est contenue dans le nom, et on peut l'extraire par l'anagramme. C'est comme le Dasein heideggerien. Les mots ont une sorte de sens caché que l'anagramme révèle, et je suis en train de m'amuser
à écrire un petit livre autour de ce thème. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Et Sylvain Tesson vous attend sur le stand des romans et des essais. Encore merci. Merci à vous. Et attendez, il faut que vous sachiez que maintenant, il y a le rendez-vous du polar avec David Medioni, avec tous les auteurs des éditions Sonatine, donc François Verdoux, Paul Clive, Elori et Jacques Expert. Voilà, tout de suite maintenant. Merci à tous.